votre attention. Merci beaucoup. Et donc, on va avoir une discussion qui permettra d'approfondir. Il faut juste, par contre, éteindre votre micro. Ouais, désolé, on doit à chaque fois alterner. Alors, moi, j'ai plusieurs sujets que je voulais aborder avec vous. Par où est-ce que je vais commencer? Ouais, peut-être commencer par des points un peu de définition, de concept. Vous qui avez baigné dans ce milieu pendant très 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 longtemps, il y a souvent une confusion qui est faite, j'ai l'impression, entre commerce international et libre-échange. Très frappé de ça dans de nombreuses auditions. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer quelle réalité recouvre le commerce international, quelle réalité recouvre le libre-échange, en quoi ce sont des notions qui se recoupent et en quoi elles sont divergentes. Mais on n'a pas eu d'explication très claire, je dois le dire, depuis 2 mois, donc peut-être que l'ancien directeur général de l'OMC pourra le faire. Alors, très bonne question. Et je commencerai par le fait que depuis que je m'occupe de ces questions, c'est-à-dire il y a à peu près une trentaine d'années, jamais je n'ai prononcé en public le mot de libre-échange. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. C'est un concept, c'est une notion, une catégorie de la pensée humaine, qui est très pratiquée dans les débats philosophico-politiques, dont on se sert volontiers pour asséner tel ou tel coup, mais ça n'a pas de réalité. Il n'y a pas de libre-échange. Il y a des échanges qui sont plus ou moins ouverts. Mais je suis un expert de cette question, comme vous venez de leur dire, je ne connais pas l'échange international, et c'est en partie vrai d'ailleurs pour l'échange commercial national, mais enfin bon, moins, l'échange international est toujours contraint par tel ou tel facteur. Historiquement, d'ailleurs, le principal facteur qui a contraint la marche vers davantage d'ouverture des échanges, c'est tout simplement la distance, qui pendant des siècles a été un problème. Et puis elle a disparu quand on a inventé le gouvernail des tambours, puis après quand on a inventé la machine à vapeur, et puis après quand on a inventé l'avion, puis après quand on a inventé Internet. Donc le principal obstacle historique à l'ouverture des échanges a petit à petit fondu. Il en reste d'autres qui tiennent à des préférences locales. Et par exemple, en matière agricole, c'est beaucoup plus évident et net que pour les chaussettes ou les vélos. Et donc, la question fondamentale, j'en ai esquissé l'importance dans mon point sur le zoom sur le monde, la question fondamentale, c'est est-ce que dans ce domaine, comme dans d'autres, l'ouverture des échanges procure des effets bénéfiques en termes de bien-être des populations? Alors, la théorie économique vous dit oui. C'est ce qu'ont établi M. Ricardo et M. Schumpeter à des époques qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Si vous faites quelque chose mieux que moi et que je fais quelque chose mieux que vous, nous avons intérêt à l'échange. Pas parce que je vous aime bien ou parce que vous m'aimez bien, mais parce que je vais bénéficier de votre savoir-faire et vice-versa. Et donc, comme disent les anglo-saxons, ça va être win-win. Gagnant-gagnant, je vais bénéficier de votre avantage comparatif et vous du mien. Ça, c'est ce que dit M. Ricardo. M. Schumpeter lui ajoute que, évidemment, ceux qui, chez vous, font moins bien que ce que je fais et qui, chez moi, font moins bien que ce que vous faites, eux, ils ne vont pas être contents. Parce qu'ils vont devoir, sous l'effet de cette concurrence, se repositionner. Et effectivement, c'est ce repositionnement, cette réallocation des facteurs de production qui rend les deux systèmes plus efficaces dès lors qu'ils échangent. Ça, c'est la théorie. Elle est, je la résume. Mais, par exemple, en matière agroalimentaire, les vertus qu'on peut prêter à ce système ne sont pas forcément là. Parce qu'il y a des hypothèses, comme par exemple la mobilité du capital,
En matière agroalimentaire, il y a très peu de mobilité du capital. Comme par exemple les saisons. Si je plante mon champ, j'en ai pour 1 an. En gros, si je fabrique des chaussettes et que la mode change, je change les chaussettes que je fabrique du jour au lendemain pour m'adapter à la mode. Bon, je ne m'étends pas sur toutes ces questions, mais... Et donc, la question, c'est dans quelles conditions l'ouverture des échanges procure-t-elle ces bénéfices de bien-être, étant entendu qu'une fois que les systèmes de production qui s'internationalisent produisent ce genre d'efficience, c'est-à-dire de croissance, la manière dont tout ça est réparti n'appartient pas à la gestion des systèmes des échanges. Ça, c'est une affaire, en quelque sorte, beaucoup plus domestique, de redistribution, parce que combien d'impôts pour les riches et pour les pauvres, combien de couverture de systèmes de sécurité sociale, ça, ce sont des choses de l'ordre de la répartition de ce bénéfice théorique que permet l'ouverture des échanges. Ça n'est pas, je l'ai souvent dit en public et on me l'a parfois reproché, l'ouverture des échanges, c'est efficace et douloureux. C'est efficace parce que c'est douloureux, et c'est douloureux parce que c'est efficace, parce que ça oblige les systèmes de production à mieux allouer les facteurs et donc à produire davantage avec, en gros, des facteurs constants. Mais je répète qu'en matière agroalimentaire, alors que c'est assez évident si vous fabriquez des chaussettes ou des vélos, en matière agroalimentaire, pour un certain nombre de raisons, c'est plus compliqué, ne serait-ce que parce que, pour des raisons culturelles, la relation des peuples à leur alimentation est fondamentalement différente, émotionnellement, culturellement, parfois d'ailleurs religieusement, de la relation qu'ils ont avec leur vélo ou avec leurs chaussettes. J'espère que j'ai répondu à votre interrogation.